Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. C'est un direct, j'ai envie de le préciser, parce que ça veut dire qu'on est dans un lâcher-prise. Hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste de ce genre d'émission, ni nos invités. Et c'est aussi ça qui va être intéressant ce soir, ça va être que vous allez voir comment ces trois personnes dialoguent ensemble, comment les scientifiques réagissent, raisonnent, RAI et RE. Et je pense que, en tout cas, en préparant cette émission avec Damien, il nous a semblé qu'on allait vous proposer quelque chose de très intéressant. Alors, laissez-moi vous présenter tout d'abord Ronald, qui est devant vous, Ronald Burns, qui a 48 ans, n'est-ce pas, Ronald? C'est bien ça, oui. Qui est belge, qui voilà. est dans le monde du spectacle depuis 20 ans. Dans des activités multiples, puisqu'il est à la fois scénographe, créateur de costumes, et en même temps, depuis quelque temps, auteur, et en particulier auteur de récits immersifs qui sont basés sur des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est bien ça. Voilà. Et je suis également comédien. Et également comédien. Voilà. Pardon, j'oubliais ça, et pourtant c'est tout un art, ça aussi, majeur. Et Ronald, je vais vous présenter nos autres invités du plateau, mais Ronald est un homme qui va ce soir nous raconter l'expérience assez étonnante et singulière qu'il a eue il y a 13 ans et demi. Je vous présente ensuite Renaud Évrard. Donc Renaud, il est psychologue clinicien. Renaud, je pense que vous le connaissez déjà, parce qu'il a été déjà sur notre plateau. Renaud, il est maître de conférence à l'université de Lorraine. Et il est membre de l'unité de recherche Interpsy. J'essaie de faire entrer des gens en même temps. Il est, oui, bonsoir à tous. Mais là, tu es clinicien, tu es en même temps passionné par tout, et tu mènes des recherches sur les expériences extraordinaires, et ton point de vue est à la fois un point de vue d'historien, un point de vue de clinicien, évidemment, d'anthropologue, et je dirais même de microphénoménologue. Merci. Oui, ça c'est clair, et tu as récemment sorti un ouvrage que j'ai dévoré, que j'ai trouvé vraiment passionnant, qui s'appelle « La mort, une expérience », et je vous recommande son ouvrage. Autre scientifique, bonjour Luc Biget. Bonjour Laurence. Docteur et sciences, écrivain, prolixe écrivain, vraiment. Écrivain sur les mythes, écrivain sur les grands archétypes, écrivain sur l'astrologie, écrivain sur le corps humain. En même temps conférencier, et puis créateur, fondateur de l'Université du Symbole. Et tu te définis toi-même comme explorateur des interstices. Explorateur d'interstices. Voilà, c'est ça. Une formulation absolument qui te va très bien. Donc voilà, je vous ai présenté notre invité de ce soir. Et je vais maintenant, tout en continuant à mettre les gens au fil de l'eau, proposer à Ronald de tout simplement de faire comme ce que j'ai découvert hier soir, parce que je ne voulais pas t'avoir en direct avant, je voulais vraiment moi aussi être dans cette idée du dernier moment, que tu partages avec le public de ce soir ton expérience, ton vécu. Qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 13 ans et demi? Alors, plus exactement, il y a un petit peu plus de 14 ans maintenant, parce que j'ai été revérifier les dates hier soir grâce à Internet. J'ai une très mauvaise mémoire des dates, bien que je sais que le cerveau maintenant est une machine hyper puissante. Mais du coup, ça s'est donc passé en 2008, en juillet 2008, et très exactement, en fait, c'est entre le 17 et le 20 juillet. J'ai pu retrouver une fourchette de dates. Et ce qui m'est arrivé, c'est paradoxalement le pire moment de ma vie et le plus beau moment de ma vie aussi. C'est assez particulier. Mais je vais juste recontextualiser le cadre professionnel au cours duquel ça m'est arrivé, parce qu'il a son importance dans le choix que j'ai fait au moment où ça allait m'arriver.
Donc, je travaillais, je jouais. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que j'étais également comédien, parce qu'à ce moment-là, je n'exerçais la profession que de comédien euh, en spectacle. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que l'image a disparu. Oui, je pense. Toi, on te voit toujours, n'est-ce pas? OK, parfait. Donc, je jouais dans un spectacle qui s'appelle Le Bossu, dans une adaptation de Éric Emmanuel Schmitt, et on jouait ce spectacle dans les ruines d'une abbaye cistercienne à Villers-la-Ville, à 3/4 d'heure de Bruxelles. Et lors de la deuxième représentation, il s'est passé un événement malheureux, c'est-à-dire que le rôle principal a eu un accident. Moi, je jouais l'un des méchants de la pièce, et au moment où j'avais un combat avec lui, il a tardé à venir sur scène. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Moi, j'étais planqué dans l'ombre, la main sur l'épée, prêt à dégainer, avoir le combat où j'allais me recevoir la fameuse botte de Nevers entre les yeux. Et le comédien n'est pas arrivé. Donc, je me suis demandé ce qui s'est passé. Puis, j'ai entendu du vacarme en coulisses, dans les escaliers derrière. Et puis, quelques secondes après, j'ai entendu des jurons, un cri et des jurons sur les escaliers. Et puis, j'ai vu un comédien qui n'était pas celui que j'attendais monter sur scène et j'ai entendu pour la première fois cette phrase « Mesdames et messieurs, est-ce qu'il y a un médecin dans l'assistance ?» J'ai compris que la pièce n'allait pas se poursuivre. Et donc, on a stoppé le spectacle. Et moins de 10 minutes plus tard, je me suis retrouvé dans cette situation surréaliste dans l'abbatiale des ruines de cette abbaye cistercienne, avec une ambulance au milieu de l'abbatiale, avec le gyrophare bleu, le comédien par terre et moi rencontrant Éric Emmanuel Schmitt à côté de moi. Donc, c'était une situation vraiment particulière. Et il nous a fallu 4 jours d'interruption de spectacle pour que les rôles soient changés, que l'antagoniste reprenne le rôle principal et que le metteur en scène reprenne le rôle de l'antagoniste. Après 4 jours, on a repris le spectacle et tout s'est bien passé. Ils ont relevé le défi haut la main, les combats, tout ça, ça s'est très bien passé. Et ensuite, c'était pas le premier soir de la reprise, mais je ne sais plus exactement si c'était le deuxième ou le troisième soir de reprise. Après le spectacle, on est allé boire un verre, comme tous les soirs, au Chalet de la Forêt, qui est la taverne non loin de l'abbaye. Alors, je précise que je suis conducteur de moto et que j'ai 3/4 d'heure de route pour rentrer de là à chez moi et que donc je ne bois pas. Je bois déjà très rarement, mais donc je tiens à préciser que je ne bois pas, même quand je suis en taverne, si j'ai de la route à faire. Vers 2 heures du matin, entre 2 heures et 2h30 du matin, j'ai pris ma moto et j'ai pris la route pour rentrer chez moi sur Bruxelles. À ce moment-là, à cette heure de la route, à cette heure de la nuit, sur une nationale complètement déserte, j'ai un peu poussé sur l'accélérateur, il faut dire, parce que je savais qu'il n'y avait absolument aucun danger. La route est une belle ligne droite, il y a quelques arbres, mais pas assez que pour voir un animal en sortir ou quelque autre obstacle. Donc j'ai un peu poussé, je suis arrivé, j'étais à une moyenne d'environ de 160 km/h. Quand tout à coup, ma moto s'est mise à guidonner. C'est-à-dire que le guidon, je ne savais pas ce que c'était, j'avais même jamais entendu ce mot-là, j'avais jamais vécu ça. Le guidon de ma moto s'est mis à vriller de gauche à droite très, très violemment. J'ai été évidemment surpris, choqué par ce qui se passait. J'ai essayé de freiner, de décélérer, de changer de vitesse, de maîtriser le guidon, mais j'ai donc constaté que je ne pouvais absolument rien faire. Et 2 mots me sont venus en tête. Peut-être que je les ai dit, mais je ne me souviens plus s'ils sont sortis de ma bouche. C'est « game over », c'est terminé. Je me suis rendu compte que ma vie allait s'arrêter dans les 5 secondes, dans les 5-7 secondes qui allaient suivre, et que j'allais me planter soit sur un arbre, soit sur la berne. Enfin, j'étais conscient que c'était terminé. Et puis, j'ai eu ce sentiment aussi de désolation, comme au jeu de loi, où on arrive à cette fameuse case qui nous fait tout recommencer. J'ai eu ce moment de me dire, ça y est, merde, je vais devoir tout recommencer depuis le début. Et la pensée qui m'est venue juste ensuite n'a pas été, je suis désolé s'il y en a qui me regardent là, de ma famille, mais ma pensée suivante n'a pas été pour mes proches, mais plutôt pour la troupe théâtrale dans laquelle j'étais. Puisque vu l'accident qui s'était arrivé, tout d'un coup, j'ai eu un gros sentiment de culpabilité parce qu'on allait de nouveau devoir interrompre le spectacle, et cette fois-là à cause de moi, parce que je serais mort. Et qu'ils allaient de nouveau devoir changer de comédien et ainsi de suite. Donc ça, c'est une pensée qui m'était vraiment insupportable, et il fallait que je fasse quelque chose. Je savais vraiment pas quoi faire, mais il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris la décision de m'éjecter de la moto.
à un moment où la moto, comment dire, vu les actions que j'avais faites pour essayer de la maîtriser, n'avait fait qu'augmenter l'oscillation de la moto, et j'avais le sentiment qu'elle allait tellement de gauche à droite que le guidon tapait de gauche à droite sur le bitume. Et donc, j'ai pris cette décision de m'éjecter. Je précise que toutes ces pensées ont duré environ 2 à 3 secondes de temps réel. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais j'ai eu énormément de pensées qui me sont venues en un laps de temps très, très court. Donc, je prends cette décision et je recule mes pieds sur les repose-pieds. Donc, je n'avais plus accès ni au sélectionneur de vitesse, ni au frein arrière qui était côté droit. J'ai donc reculé pour avoir l'avant de mes pieds, mes orteils, sur les repose-pieds pour pouvoir prendre le plus d'appui possible. Me disant que j'ai fait, c'est assez absurde, mais j'ai fait un calcul, on va dire pas très savant, mais je savais qu'il fallait que je saute le plus haut possible pour retomber, pour essayer de gagner un petit peu on va dire un petit peu de lenteur de par le vent. Tout en sachant que malgré ce calcul savant en moins d'un dixième, un centième de seconde, je savais que le résultat serait au minimum la tétraplégie. Je me suis vu en chaise roulante, mais j'étais quasi persuadé que de toute façon le résultat allait être le même et que je ne serais plus là. Mais au moins, s'il y avait cette chance d'être toujours vivant, dans quel état que ce soit, j'aurais pu au minimum m'excuser auprès de la troupe pour ce qui était arrivé et leur expliquer que ce n'était pas ma faute surtout, que j'y pouvais rien. Ce qui était arrivé là, ce n'était pas ni dû à l'alcool, ni à une comment dire, un manque de vigilance. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais donc, je me suis levé de ma moto et à ce moment-là, j'ai fléchi mes jambes pour prendre le plus d'appui possible, le plus de flexion pour pouvoir faire une détente la plus puissante possible pour monter le plus haut. Et il m'a fallu vraiment, au moment d'exercer cette détente, il m'a fallu, je pense, je ne vais pas dire le courage, mais l'adrénaline de quelqu'un qui va sauter d'un pont, qui va sauter de, je ne sais pas, mais comme si j'allais me suicider à ce moment-là, comme si je décidais de me suicider, tout en sachant que c'était pour essayer de faire quelque chose pour contrer ça. Et puis j'ai exercé la détente. J'ai poussé sur mes jambes pour sauter le plus haut. Et au moment où j'ai sauté, je me suis pris une gifle. Vraiment, une gifle de vent. J'avais mon casque sur la tête, mais je me suis pris comme une gifle de vent qui a fait voler ma tête sur ma gauche. Et quand je suis revenu, dans le champ de vision de mon casque, je voyais toujours la route qui oscillait de gauche à droite, tellement le mouvement était chaotique. Mais au milieu de la route, au loin, il y avait comme un panneau publicitaire. Et lui, il ne bougeait pas, il était fixe. Il était fixe, mais il s'approchait de moi. Ou alors c'est moi qui m'approchais de lui, mais en l'occurrence, voilà, je voyais qu'on se rapprochait. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait de moi, je voyais que derrière lui, il y avait d'autres panneaux, en fait. Comme un dossier Photoshop qui va vers l'infini, des images qui vont les unes derrière les autres. Je ne voyais pas celle qui était derrière, je ne voyais même pas précisément ce qu'il y avait sur la première, mais je voyais que ça allait vers l'infini. Et je comprenais encore moins ce qui se passait parce que là, ça devenait de plus en plus surréaliste. Mais quand le premier panneau est arrivé à mon niveau, il a pivoté et il s'est mis sur ma gauche. J'ai tourné ma tête pour le voir. Il est resté 1 ou 2 secondes. Je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il y avait à l'image. C'était une image c'est un petit écran de cinéma en fait. Il faisait, on va dire, 1 mètre sur 2. Et au moment où j'ai voulu voir ce qu'il y avait dans l'image, elle est partie derrière, à toute vitesse. J'ai voulu revenir avec ma tête vers l'avant et là, une deuxième image est venue. Et puis une troisième. Et chaque fois, elle restait l'équivalent d'environ 2-3 secondes et puis elle repartait. Et j'ai vu, on va dire, j'ai vu 10-15 images, environ, je pense 10 à 15 images avant de me rendre compte que c'était des souvenirs, que c'était des images de ma vie qui repassaient. Et puis j'en ai vu des centaines, des milliers, voire des millions. Tout ça encore en un laps de temps. Enfin, à ce moment-là, le temps n'existait plus. J'avais le sentiment que, enfin voilà, c'était pas possible. Je sais que les moments qui ont suivi, les jours qui ont suivi, j'ai pensé vraiment voir des millions de photos. Maintenant, aujourd'hui, je me dis, mais des millions quand même, j'ai essayé de faire le calcul par rapport à l'âge que j'ai, ou à l'âge que j'avais, puisque j'avais 33 ans à ce moment-là. Je me suis dit quand même, c'est beaucoup des millions, mais c'est le sentiment que j'avais. Et au moment où je me suis demandé ce que c'était, j'ai compris que c'était ma vie qui défilait. Je ne me souviens plus de l'ordre. Je sais que je m'en suis souvenu pendant les heures, voire les jours qui ont suivi. Mais aujourd'hui, je ne me souviens plus si c'était dans un ordre chronologique de ma naissance à ce moment-là, ou de ce moment-là à ma naissance, ou si c'était d'une manière totalement aléatoire. Et
au moment où je me suis rendu compte de ça, j'ai vraiment pris conscience que ça existait, que ce n'est pas qu'une simple expression. Pour moi, c'était une expression. Ou alors, effectivement, j'avais déjà entendu des gens qui étaient allés dans le coma, qui avaient vu leur vie défiler. J'avais entendu parler d'une substance, ou je ne sais pas si c'est la kétamine ou autre chose, que le cerveau peut débloquer et qui peut faire revenir des soins. Voilà. Je ne me connais pas très bien dans ces processus-là. Mais je me suis rendu compte que ça existait vraiment et physiquement, parce que pour moi, je n'avais pas eu d'accident. J'étais toujours sur la moto. Je voyais mon corps, je voyais la moto et je voyais ma vie défiler. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pensé que peut-être qu'en fait, j'étais déjà mort et que je n'avais pas senti l'accident se produire. Et excusez-moi. Donc, je me suis rendu compte je me suis demandé si j'étais pas déjà mort et que je n'avais rien senti et que c'était sans doute une chance de ne pas l'avoir senti. Mais à un moment, j'ai hurlé parce que à ce moment-là, je me considérais comme athée, athée pur et dur. Maintenant, je dois dire que je suis plutôt un agnostique, puisque après tout ça, je me dis que qui suis-je un petit peu pour donner une affirmation là-dessus. Mais je me souviens avoir hurlé quelque chose dans mon casque. C'est que j'ai hurlé « Qui m'envoie ça ?» Parce que j'ai pensé, est-ce qu'il y a un Dieu auquel je n'aurais pas cru et que je me suis trompé j'ai pensé à autre chose, évidemment, parce qu'à l'âge de 15 ans, avec 5 autres témoins, on était 6, dont mes parents, on a eu la chance d'observer un ovni à 50 mètres devant nous, à notre distance, qui est resté pendant un bon moment avant de partir. Donc c'est quelque chose, non pas auquel je crois, mais quand on a vu, c'est plus une croyance. J'ai pensé à ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai hurlé « Qui m'envoie ça ?» Parce que je me suis dit, est-ce que c'est mon cerveau, comme je l'ai déjà entendu, qui peut envoyer ce genre d'image? Mais en même temps, j'étais témoin, j'étais comme au musée. Je ne pouvais pas être l'entité, la personne qui déclenche cet envoi de souvenirs, et en même temps être la personne qui les contemple et qui se pose des questions et qui essaye d'analyser ce qui se passe. Donc, j'avais conscience que dans mon cerveau, il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent avec le peu que j'avais entendu d'informations sur le fait que ce soit peut-être le cerveau qui envoie ça. C'est la raison pour laquelle j'ai hurlé ces mots-là, qui m'envoie ça. Et au moment où j'ai hurlé ça, il y a une image qui s'est arrêtée à côté de moi. Et elle n'est pas repartie, elle est restée là. Et conscient que j'étais toujours sur la moto et que la moto était toujours en train de bouger, je n'ai pas détourné ma tête, je suis resté focalisé sur cette image. Et dans cette image, je me souviens vaguement de quelques images de souvenirs, je tiens à préciser. Je m'en suis souvenu de beaucoup, les heures, les jours qui ont suivi. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je me souviens de quelques souvenirs qui sont passés, notamment des souvenirs de moi très petit dans un parc avec mes parents, mes grands-parents, ce genre d'image. Mais celle-là, celle qui est restée, c'était un encadrement de porte dans laquelle il n'y avait pas de porte. Un encadrement en bois. Et comme je n'avais pas de réponse à cette question, qui m'envoie ça, je me suis rendu tout simplement dans la photo. Je me suis décorporé, je suis sorti de mon corps et je suis rentré dans le souvenir. Une fois que j'ai passé l'encadrement de cette porte, le chaos avait disparu. Le chaos dans lequel j'étais, dans l'urgence, avait disparu. Je me sentais comme si j'étais déjà passé à autre chose, en fait. Comme si j'avais constaté que voilà, cette vie-là, c'est fini. On va voir ce qui se passe pour la suite. Mais j'étais complètement apaisé et je me sentais, je voyais pas mon corps en fait, je n'ai pas fait attention à regarder mon corps, mais je me sentais vraiment comme si j'étais les mains dans les poches en train de me balader. Et je rentre dans cette pièce et là, je découvre la salle à manger de l'endroit où je vivais quand j'étais enfant, jusqu'à mes 12 ans. Et je vivais dans un chalet, dans un camping d'un village, d'un patelin qui s'appelle Ostade en région flamande. Et là, je ne comprenais pas ce que je faisais là. J'ai tout de suite reconnu l'endroit, une fois que j'avais franchi la porte. Il n'y avait pas de porte et c'est normal parce qu'entre ma chambre et cette pièce, il n'y avait pas de porte. Il y avait un encadrement, mais il n'y avait pas de porte. Donc j'ai tout de suite reconnu l'endroit. Je me demandais pourquoi j'étais là. Alors, comme c'est un endroit évidemment dans lequel j'ai eu beaucoup de souvenirs, j'étais en extase. J'étais vraiment en extase. Je regardais la déco, je regardais ce qu'il y avait au mur, je regardais les photos, l'orgue électrique de ma mère qui était dans un coin. Vraiment, je me baladais tranquillement là, les mains dans les poches. Et puis, j'ai tourné ma tête vers le salon, qui était adjacent à la pièce. Et là, je me suis découvert, moi, enfant, devant la télé. On avait une petite télé noir et blanc dans laquelle on n'avait qu'une seule chaîne, qui était la chaîne nationale, la RTBF. Et je me souviens qu'on avait un petit poste télé noir et blanc.
Et immédiatement, c'est pas que je me suis souvenu de ce souvenir, mais je me suis souvenu de quel moment c'était, on va dire je savais qu'on était en week-end le soir et que j'attendais un dessin animé, que j'attendais les Schtroumpfs. C'était mon dessin animé du week-end et il y avait une espèce de petit rituel. Il y avait l'émission Contact. Ensuite, il y avait les Schtroumpfs et puis il y avait une autre émission sur le tourisme qui s'appelait Télétourisme et dont le générique signifiait pour moi au lit et à l'école. À partir de demain, c'est lundi, il retourne à l'école. Je détestais ce générique. Et là, je savais que j'attendais de dessins animés. J'étais devant la télé, mais je ne regardais pas la télé. J'étais en train de jouer avec je ne sais pas quoi, j'imagine que c'était avec des Star Wars. Mais je ne regardais pas la télé, je savais que j'attendais ce dessin animé, j'avais la tête vers le bas, et je devais avoir 6 ou 7 ans quand je me suis vu. Je me suis approché très lentement du moi, enfant, et puis je me suis accroupi parce que je ne voyais pas mon visage. J'avais des cheveux un peu au bol, plus longs, donc je ne voyais pas mon visage, et je voulais découvrir mon visage. Donc, je me suis approché lentement de moi et je me suis accroupi. Et au moment où j'ai voulu regarder mon visage, là, j'ai eu le sentiment comme si on augmentait le volume de la télé qui était en train de passer, mais que je ne regardais pas. Je voyais vraiment ma tête vers le bas. Je ne regardais pas l'émission, mais on a augmenté le volume. Et là, j'ai entendu un commandant de la police fédérale. À l'époque, c'était la gendarmerie. C'était une émission qui était produite par la gendarmerie. Et donc, c'était une émission sur la sécurité routière. Et au moment où je m'approche pour voir mon visage, on augmente le volume et j'entends le commandant de l'émission, présentateur, dans son accent bien connu des Belges, qui dit textuellement, en cas de guidonnage, accéléré. Et au moment où il dit ça, je me rends compte de pourquoi je suis là. Et j'ai eu une inspiration d'étonnement. J'ai fait vraiment une inspiration d'étonnement et de compréhension tout à coup. Et en faisant cette inspiration, j'ai été réaspiré dans mon corps. Je ne sais pas comment, mais je me suis senti comme partant de cet endroit et en une fraction de seconde, j'ai senti comme un mouvement brusque et j'étais comme réaspiré dans mon corps et je suis revenu au moment même où je m'étais éjecté de la moto et où je m'étais pris cette gifle. Mais il était trop tard, j'avais déjà effectué la détente sur mes jambes et donc j'étais comme au ralenti mais en train de voler hors de la moto. Donc, j'avais plus que mes mains qui étaient sur les poignées du guidon. Mais c'est vraiment une microseconde parce qu'entre le moment de la détente, on a l'impression qu'on lâche les mains, mais non, il y a une détente qui s'opère et puis les mains lâchent, je pense. Mais là, c'était à la seconde où j'allais lâcher mes mains de la moto. Et au moment où j'ai volé, je sentais que j'étais un petit peu comme au ralenti, mais j'avais encore mes mains. Et dans cette fraction de seconde, j'ai tapé la manette d'accélérateur jusqu'à la casser jusqu'au bout de ce que je pouvais tirer dessus. Et je suis retombé vraiment comme une merde sur la moto, couché dessus, avec mes pieds qui ont tapé de part et d'autre le bitume. Donc j'étais couché sur une moto qui a tout à coup pris, j'ai entendu le moteur vrombir d'un coup. Et elle est montée toujours en oscillation totale, hein, mais elle a pris encore plus de puissance. Je vais être à près de 200 km/h à ce moment-là, couché sur la moto en me maintenant aussi tant que je pouvais au guidon. Donc, j'étais pas encore sorti d'affaire à ce moment-là. Ça m'a pris du temps pour essayer de remonter sur la moto couché, mais cette accélération a fait que petit à petit, la moto a perdu un petit peu de son oscillation et est revenue seconde après seconde jusqu'à revenir sur son rail. Et quand elle était sur son rail, j'ai eu un petit peu plus de facilité. Si on peut appeler ça facilité. Je ne pouvais pas décélérer puisque comme j'étais à l'arrière en train de tirer dessus avec la force, je ne pouvais pas revenir avec mon poignet vers l'avant. Donc j'étais toujours en train d'accélérer au maximum. Mais j'ai finalement réussi à remonter sur la moto, à me réasseoir dessus et petit à petit, là, à décélérer mes demi-centimètre par demi-centimètre sur le guidon, sur la poignée d'accélérateur, jusqu'à arriver à une moyenne environ, on va dire, de 30 km/h, 30-40 km/h. Mais je voulais surtout pas m'arrêter. Ça, c'était vraiment... Je savais qu'il fallait pas que je m'arrête. Parce que si je m'arrêtais, l'effort que j'avais fourni pour remonter sur la moto, si je m'étais arrêté, j'allais tomber dans les pommes. J'avais jamais eu à effectuer une action aussi intense corporellement, je veux dire, pour me sauver. Donc, je savais que si j'allais descendre de la moto, je tomberais dans les pommes. Et puis surtout aussi, j'avais la conscience que si je m'arrêtais,
plus jamais de ma vie, j'allais remonter sur une moto. Et ça, je ne voulais pas non plus. Donc, je suis resté dessus à 30-35 km/h. Là, je suis arrivé sur l'autoroute. J'ai pris l'autoroute et je suis resté sur l'autoroute à cette vitesse-là, sur la bande de droite, peinard. Donc, j'ai pris évidemment beaucoup plus de temps pour rentrer jusqu'à Bruxelles. Et ça m'a permis, évidemment, pendant plus d'une heure, à me demander qu'est-ce qui vient de se passer. J'ai pensé à plein de choses, en fait. D'abord, je me suis dit, est-ce que finalement, il y a un Dieu auquel je n'ai pas cru? Je me serais trompé, mais j'arrive toujours pas à croire à tout ce que les religions... Enfin, j'ai jamais été en religion, j'ai de la chance, mes parents ne m'ont jamais poussé vers ces chemins-là. J'ai évidemment pensé à des entités extraterrestres, si on peut les appeler ainsi, puisque j'avais déjà vu un ovni, j'en ai vu d'autres par la suite, mais j'avais vu déjà un ovni de manière très précise, donc je me suis forcément demandé si c'était ça. J'ai passé en revue tout ce qui pouvait s'apparenter, ou en tout cas être proche de ce qui venait de se passer, mais surtout dans la culture, en fait, et principalement cinématographique. Donc j'ai passé en revue Matrix, j'ai passé en revue des films comme Dark City, enfin tous des films comme The Game qui remettent en cause une certaine réalité, et même jusqu'à penser à Truman Show. Mais en fin de compte, parmi toutes ces possibilités auxquelles j'ai pensé, je dois le dire, c'est le principe de Matrix qui me semble le plus cohérent, on va dire. Alors évidemment, sans tout le côté des gens qui sont esclaves de je ne sais quoi, mais par rapport à la réalité qui n'est pas celle que j'ai cru jusque-là, la réalité de la vie, en fait. Je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Cette superposition d'images par rapport à ce que je vois devant moi sans avoir eu d'accident, sans avoir de coma, sans être endormi, sans être, comme je l'ai vu par après, des gens dans des méditations, mais être vraiment dans le concret de la réalité et voir des images se superposer à ma réalité. En fait, je l'ai ressenti depuis, c'est pour ça que je travaille peut-être maintenant depuis la danse, et j'ai revu ça dans la réalité augmentée. Mais du coup, à cette époque, je n'ai pu relier cet événement qu'à certains principes qui sont comptés dans cette trilogie Matrix. Ok, Ronald. J'en ai très peu parlé depuis. Et paradoxalement, en fait, si je vous ai contacté, parce que je tiens à préciser que c'est moi qui vous ai contacté, puisque j'écris moi-même, je suis à l'élaboration de documentaires sur des événements qui me sont arrivés, parce que c'est pas le seul événement qui m'est arrivé, mais c'est le plus dingue, je dois bien l'avouer. Et donc, c'est moi qui vous ai contacté pour avoir certaines informations qui pourraient m'être utiles. Et toute cette histoire que je ne vais pas dire que je l'ai cachée, mais c'est quelque chose évidemment qu'on va difficilement raconter sans penser qu'on risque de passer pour un fou. Donc, j'en ai parlé à quelques personnes, mais c'est depuis l'époque Covid où la mort a pris un peu un autre sens à mon idée, qui m'est devenu presque indispensable ce besoin d'en parler, en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait le tour de... En tout cas, l'explication de l'EMI. Moi, je l'appelle EMI. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec un astrophysicien qui m'a dit que ce n'était pas vraiment une EMI, mais en même temps, l'imminence de la mort pour moi était irréfutable. Donc oui, je n'ai pas eu de tunnel, je n'ai pas eu de gens, de chaleur, de gens, d'entités que je connais ou quoi qui sont venus me parler, mais en tout cas, une chose est certaine, c'était une expérience et la mort était imminente. C'est en ça que je la raccorde à ça. En tout cas, merci Ronald, parce que dans une comme ça, une générosité brute d'expérience sans qu'elle soit autrement que telle que vous l'avez vécue. C'est une chance pour nous d'accueillir pour des scientifiques, c'est du matériau brut. Alors, donc vraiment merci, et puis merci d'avoir fait confiance à Conscience sans frontières. Hein. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Ouais. Donc messieurs, Renaud et Luc, voilà, à vous de réagir. Renaud, peut-être. Oui, déjà, je voudrais aussi me
me joindre aux remerciements, hein. C'est une expérience qui est très riche et puis qui est très bien racontée. Moi, qui est racontée vite, là, j'ai essayé de prendre des notes, de suivre, mais il y a énormément d'éléments. Je ne suis pas forcément très à l'aise dans ce type d'échange. D'habitude, c'est plutôt dans le colloque singulier où on peut parler de tout ça proprement, mais bon, je pense que, enfin, on va essayer de jouer le jeu et de se poser quelques questions mutuellement. Euh, du coup, voilà, aussi l'idée pour moi, c'est pas forcément juste d'appliquer un modèle et de voir si ça rentre ou pas dans les cases, mais d'en apprendre quelque chose aussi de votre expérience. Mais j'ai des questions bêtes déjà pour commencer. Je sais pas si c'est peut-être juste des points de détail, mais vous parlez pas de la météo, de la qualité de la route nationale. Est-ce qu'il y a des facteurs comme ça qui peuvent jouer par rapport à l'adhésion d'un véhicule qui peut provoquer... Non, je sais qu'aucune de ces données n'est entrée en compte. Sans doute pour ça. Bon, c'était la nuit, puisqu'il était 2 heures du matin, la météo était bonne, puisqu'on avait joué. Donc, ça veut dire qu'on avait pu, puisqu'on jouait Oui, en en extérieur. extérieur. Et non, mais et vraiment, c'est quelque chose qui était. Sur cette moto, quand je l'ai achetée, il y avait un élément qui m'avait un petit peu interloqué, c'est qu'il y avait un bras de renfort entre le guidon et la moto. Je me suis demandé à quoi ça servait, je ne sais pas trop. Je n'avais pas cette moto depuis très longtemps. Et donc non, ni la météo, ni enfin, je pense pas. Je sais qu'on a des routes bien pourries en Belgique, ça c'est une évidence. J'ai pas voulu dire ça, hein, j'ai pas Non, voulu mais dire c'est ça. un fait, c'est un fait, hein, c'est un fait. Mais non, j'ai jamais su. Et pour vous dire, en fait, récemment, j'ai essayé de contacter la police fédérale, qui à l'époque était la gendarmerie qui produisait l'émission, pour essayer de retrouver ces images. Parce Ah bah que oui. oui, parce que forcément, je voudrais retrouver, parce qu'évidemment, dire à un motard, si ça t'arrive, accélère, c'est la dernière chose que je conseillerais. Parce que c'est évidemment contre nature, quand il vous arrive comme ça, quelque chose à ce moment-là, d'accélérer. Donc c'est pour ça que parmi toutes les possibilités que j'ai tentées, c'est-à-dire de freiner, de décélérer, de maîtriser le guidon, pas un instant j'ai pensé à accélérer. Parce que c'est vraiment contre le principe même de ce qui est en train de m'arriver. Peut-être qu'un savant mécanicien me dirait, ben non, évidemment qu'il faut le faire, mais moi, je sais pas, je connaissais pas cet événement. Donc non, mais j'ai essayé de contacter j'ai contacté la police fédérale pour essayer de retrouver ces images, pour être bien sûr que c'était un conseil que la police pourrait donner, ou qu'un mécano ou un spécialiste de la moto pourrait donner, mais je n'ai pas eu cette information parce que, enfin, ils m'ont répondu très gentiment que comme ce sont des bandes cinéma, à numériser, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et ils ont des années d'émissions. C'est une émission qui date des années 70, qui a duré pendant des dizaines d'années, qui existe toujours d'ailleurs. Et que donc, ça leur coûterait trop cher à numériser. Malgré que j'ai plus ou moins pu identifier les 2 années dans lesquelles ça avait pu se passer, en tenant compte de la diffusion des Schtroumpfs. Et voilà, en faisant ce lien, j'ai été regarder quand était diffusé sur notre chaîne les Schtroumpfs et quand était diffusé en même temps cette émission, les 2 émissions, celle d'avant et celle d'après. Ouais, oui, d'accord. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu m'aider. J'espère qu'un jour, malgré tout, Mais parce que vous n'avez pas en Belgique la même chose qu'on a en France, c'est-à-dire des archives comme l'INA de ben, l'audiovisuel public. si, mais comme c'est vraiment une production de la police, voilà, ils m'ont bien gentiment dit, on est content que c'est une émission qui aide les gens, mais on ne peut pas vous aider plus que ça. J'espère un jour rencontrer quelqu'un qui pourra peut-être un petit peu forcer les choses et essayer malgré tout de retrouver cette émission, parce que j'y tiens vraiment, parce que je veux savoir si ce Si commandant la parole a vraiment été prononcée C'est ça. et que vous pas l'avez... réellement été prononcé. Ouais. Ouais, c'était justement une question que je voulais poser. Si on arrivait à identifier ce moment-là, ça ferait une boucle super intéressante en fait. J'aimerais, bon, en l'occurrence, je vous dis, comme moi, mon but était, quand je vous ai contacté, c'était pour avoir plus d'informations, mais je les ai contactés en même temps pour avoir ces images que je voudrais moi-même diffuser, pour être bien sûr que c'est ce qui a été dit, parce que j'ai pas envie qu'un motard à qui ça pourrait arriver et qui entendrait cette émission ce soir, ce webinaire ce soir, fasse ça et que ça n'est pas le même, ça n'est pas la même, comment dire, ça n'est pas le même effet que ça a eu avec moi. Bah, c'est-à-dire que si on tape sur Internet, hein, bêtement, hein, ce que j'ai pu faire, sur le guidonnage, le conseil d'accélérer, de continuer à accélérer, il est présent, hein. Oui, je l'ai vu effectivement aussi quand j'ai fait ces recherches.
alors que j'étais en écriture. Mais malgré tout, je voulais savoir si effectivement ce commissaire l'a dit. Et C'était donc, déjà le cas en voilà. 1980, par exemple. Voilà, Ouais, c'est ça. ce type de conseil. Et puis, une question bête encore, mais sur la moto en elle-même, vous dites que vous Ouais. l'avez acheté voilà, vous l'aviez acheté, il y avait un truc étrange. Est-ce que vous aviez des réglages particuliers? Enfin, Non, non, vraiment, j'avais jamais eu ça. C'est vous une en moto. preniez beaucoup soin? Non, je suis pas, non, je suis pas comment dire, un méticuleux de la mécanique à aller faire mes entretiens à chaque fois. Mais c'est une moto que j'avais, je pense, depuis moins d'un an et qui était trop nerveuse pour moi. Pour pas faire la pub, c'était une Ducati Monster 635, mais avec une position fort vers l'avant. Donc j'avais le corps fort en avant et la puissance à l'accélération de cette moto. Je suis passé depuis à une Triumph Bonneville bien plus pépère, bien plus sympathique et bien plus adaptée à la ville que cette moto-là sur laquelle, après coup, je n'ai plus énormément roulé avec parce que j'avais plus confiance. Et je l'ai revendue d'ailleurs à des mécanos qui allaient complètement la démonter pour la refaire. Ce qui m'a rassuré parce que je ne voulais pas la vendre dans cet état-là. Bien que j'ai encore roulé après, hein, et j'ai plus jamais eu de soucis avec, mais malgré tout ça m'est resté en tête et je voulais pas la vendre à un petit jeune qui se lançait pour la première fois dans la conduite avec ce genre de véhicule. Ouais. J'ai un milliard de questions, mais peut-être que Luc en a Non, déjà. d'autres questions? Est-ce que oui, j'ai une question. Est-ce que votre intérêt pour la high-tech était déjà avant ou après cette expérience? Alors, c'est une question particulière. En fait, je vais vous dire quelque chose. J'ai découvert, je suis un peu procrastinateur et j'ai découvert vos interviews à vous deux hier soir et j'en ai pas dormi en fait. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Parce que ouais, j'en ai vraiment pas dormi. Ça m'a choqué, mais dans le bon sens du terme. Chacune de vos interviews par rapport à quelque chose de très précis. J'ai toujours été intéressé, d'aussi loin que je me souvienne, par le côté immersif. J'ai toujours eu envie d'être un petit peu plus dans l'histoire du film que je pouvais voir au cinéma, dans le livre ou la BD que je lisais, ou du spectacle que je pouvais aller voir sur scène. J'ai toujours eu cette envie, ne vivant pas assez d'aventure, je pense, au sens romanesque du terme. Je pense que c'est pour ça que je suis devenu acteur. Mais malgré tout, en tant que spectateur, il m'a toujours manqué quelque chose. Et j'ai depuis longtemps rêvé à un type d'histoire dans lequel le spectateur pouvait être plus investi. Et bien que ça fait des années, en fait, je me suis rendu compte hier soir, suite à vos interviews et suite à l'échange que j'ai eu avec Laurence, j'ai essayé de retracer un petit peu les dates des spectacles et sur les spectacles sur lesquels j'étais l'année où ça m'est arrivé. Et en fait, il y a quelque chose, finalement, une question qu'elle m'a posée, je ne sais pas si vous allez me la poser, mais si ça a changé ma vie, en fait. Et je me suis rendu compte hier soir à quel point ça avait changé ma vie, alors que je ne pensais pas. Et les technologies immersives sont en fait en lien avec mon besoin de jouer sur plusieurs réalités alternatives, c'est-à-dire de mélanger la réalité physique de spectateurs qui vont dans un lieu au cœur même du décor, où ils vont participer, comme vous pouvez le voir dans des escape rooms, où le spectateur est au cœur de l'action, mais de l'emmener de la réalité physique à la réalité augmentée, en repassant par la réalité physique, et puis de l'emmener dans la réalité virtuelle. Je pense que du coup, ça a sans doute un lien. Alors peut-être que c'est qu'une coïncidence, mais je me suis depuis très longtemps intéressé, enfin pas intéressé, avoir eu cette envie, mais c'est dernièrement l'avancée des technologies, malgré que ça existe depuis longtemps, hein, la réalité virtuelle, mais les technologies, ces dernières années, m'ont amené à comprendre pourquoi je voulais raconter l'histoire que j'ai écrite. Et en quoi ça m'a choqué, c'est parce que Luc, excuse-moi, je suis par le prénom, parce que ça parle de mythes fondateurs, de plein de choses dans lesquelles j'ai découvert que vous travaillez également. Mais j'ai toujours, je suis convaincu que c'est par le biais de réalités diverses que je veux raconter cette histoire, que j'ai depuis longtemps, mais dont la première pierre d'édifice
a été posée sans que je m'en rende compte, en fait. Hein. Je m'en suis rendu compte hier soir, en fait. Et preuve à l'appui, tout est sur Internet. Lors d'un spectacle qui s'est passé quelques mois après mon expérience. Donc, vous êtes en train de dire que c'est votre expérience qui vous a amené à faire ces recherches en technologie immersive. Je ne pourrais pas l'affirmer. C'est sans doute qu'une coïncidence. C'est une envie que j'ai depuis longtemps, l'immersion. Mais tout à coup, je me rends compte de pourquoi les réalités différaient, en fait. Et peut-être que, enfin, j'ai vraiment pensé hier soir, suite à vos interviews respectives et à l'échange que j'ai eu avec Laurence quant au fait, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie depuis? Et je me suis rendu compte que peut-être que ça avait joué sans que je m'en rende vraiment compte. Parce qu'il est un fait certain, c'est que la réalité pour moi a un tout autre sens depuis que j'ai vécu ça. Alors justement, j'ai une petite question qui m'a beaucoup amusée en fait dans le témoignage. C'est que quand la conviction se fait soudainement que la mort est là, les mots qui viennent, c'est game over. Oui. Et il faut être un peu gamer, non? Alors, oui, sans doute. Alors, il y a un petit détail peut-être qui va vous donner réponse à cette question, c'est que j'ai vécu dans un magasin de jouets. Mes grands-parents avaient un magasin de jouets. Et mes parents, quand je suis né, étant fort jeune, j'ai pas mal passé de temps chez eux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit en lien. Enfin, en fait, cette réalité, pour moi, qui est différente de celle auquel je croyais avant, maintenant, je n'affirme rien non plus. Enfin, c'est un ressentiment. C'est comme si pour moi, et encore je la mets en lien maintenant avec certains jeux de réalité virtuelle ou augmentée, mais c'est comme si pour moi la vie était une sorte d'expérience ou de jeu, vraiment comme un jeu expérimental, psychologique, je ne sais pas, c'est le sentiment que j'ai. En même temps, c'est malgré moi, hein, quand ces mots sont... Je ne suis pas gamer, je sais que pas mal de gens dans le secteur dans lequel je travaille pensent que je suis gamer parce que je suis dans un univers grand public. Dans le spectacle, tous les univers tous les titres auxquels j'ai pu prêter mon univers sont des titres grand public. Je m'adresse surtout aux enfants, j'adore m'adresser aux enfants, vraiment à toutes les générations, mais principalement aux enfants. Par rapport à des grands mythes, je sais pas des grands mythes fondateurs, mais de toutes les époques, ce que j'appelle les mythologies actives moi. Donc, ce sont les grands contes de science-fiction, par exemple, ou fantastiques de notre époque. Mais non, voilà, je me perds un peu. Si vous pouvez aider Ronald, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Hein, Non, mais en fait, ce qui m'a amusé, c'est que donc j'ai écrit un livre effectivement qui est paru récemment là-dessus, et dedans j'avais justement utilisé ces termes game over parce que je trouvais ça drôle en fait et que ça résumait bien. Parce que c'est sûr que dans les témoignages anciens, on va trouver tu ne verras plus tes parents ou c'est la fin, des choses comme ça. Et du coup, là, finalement, c'est la première fois que j'ai le témoignage d'une personne qui a vraiment eu ces mots-là. Mais moi, j'ai vraiment eu ces mots-là. Alors, je vous dis, hein, je me souviens plus s'ils sont sortis de ma bouche ou s'ils sont restés juste avant. Parce qu'autant, je me souviens d'avoir hurlé dans mon casque qui m'envoie ça, mais game over, je pense que ça a dû rester dans mon cerveau, mais c'est vraiment comme si ça s'était affiché, fini, game over. Mais c'est vraiment game over. Et c'est la raison pour laquelle les documentaires, mais j'appelle ça documentaire, mais ce serait plutôt docu-fiction parce que j'aimerais prendre ces expériences d'un côté décalé un petit peu, parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. J'ai envie de faire des recherches et d'essayer de comprendre certaines choses, mais par le côté, on va dire, un peu décalé, peut-être, pourquoi pas humoristique de la chose. Et j'ai appelé d'ailleurs, j'ai titré d'ailleurs ces épisodes Extra Life. Parce que je me considère depuis ce jour-là comme dans un bonus de vie. Effectivement, de nouveau par rapport à un jeu, je me sens dans un extra life, comme si j'étais dans le jeu en train de mourir ou au flipper, on n'a plus de balles, et en fait, si on a une extra life. Et je me considère depuis 14 ans maintenant dans un extra life. Est-ce que Ronald, vous avez des questions pour Luc et Renaud? Alors oui, justement,
Mais la question, ce dont on parlait hier, c'est la question pour laquelle je vous ai moi contacté ou je vous ai envoyé ce mail. Maintenant, depuis hier, il s'est passé beaucoup de choses par rapport à ces 2 interviews que j'ai vues, notamment par rapport à la question Renaud. Ma question était, est-ce que vous avez déjà recensé, parmi les témoignages de EMI, justement des témoignages où les EMI ont été salvatrices par rapport à un épisode de mort imminente au terme, voilà, où on sait qu'on va mourir. Alors, j'ai eu effectivement la réponse à cette question, mais je vais vous laisser y répondre quand même. Mais dans votre interview, j'ai eu la réponse, et c'est ça qui m'a choqué, c'est que pour la première fois, j'entendais parmi tous les témoignages que j'avais pu écouter ou lire, j'entendais pour la première fois exactement ce qui m'était arrivé, que vous avez énoncé dans cette interview par rapport au livre La mort, cette expérience. Une expérience que je vais m'empresser de lire parce que voilà, c'est la première fois, je pense, que j'entends dans la bouche de quelqu'un d'autre ce qui m'est arrivé. Mais plus particulièrement ici, est-ce que vous avez recensé un témoignage un petit peu du même acabit que le mien, mais dans lequel c'est le défilement de vie qui a été salvatrice, dans la mesure où pour moi, quand j'entends on ne sait pas à quoi ça sert, ben moi j'affirme oui, je sais à quoi ça sert, mais dans mon cas, je sais que ça a servi à trouver l'information dans ma base de données mémorielle d'une information que je pensais ne pas avoir, mais qui s'était malgré tout gravée quelque part, alors que je ne regardais pas l'émission, mais rien qu'à l'écoute, elle s'était gravée quelque part en moi. Donc ma question, c'est est-ce que vous avez déjà eu ce genre de témoignage? Moi, je dois dire que c'est assez génial parce qu'effectivement, pour ce que j'appréhende, moi, vous êtes le cas parfait, vous amenez le témoignage parfait, en fait. Et c'est ça qui est assez génial, puisque les études, parfois anciennes, qui ont 50 ans, que j'avais reprises, étaient beaucoup sur des gens qui avaient vécu des accidents et qui disaient, il s'est passé quelque chose sur lequel je me suis appuyée pour me sauver. Donc, c'est à la fois ce détachement et une certaine pensée très pragmatique qui permettait d'analyser la situation plus froidement et plus logiquement, mais aussi, j'ai pas eu, pour répondre directement à la question, je ne vois pas dans les cas que j'ai pu lire, mais il faudrait peut-être que je refouille, des gens qui ont été associés un souvenir précis du passé avec l'action qu'ils ont mis en place. Mais en tant que tel, c'est typiquement à ça qu'on devrait s'attendre, puisque en fait, je m'appuie sur la théorie de Bergson, et qui dit qu'on a 2 mémoires. On a une mémoire en fait qui contient tous nos souvenirs, même ceux qu'on pense ne pas avoir enregistrés de façon subliminale, finalement. Et puis, on a une autre mémoire qui est là dans le présent, dans l'action, et qui sert en fait à sélectionner ce qui va être utile là pour agir. Et il dit, dans l'ordre ordinaire, je sais pas, par exemple, je vais prendre un exemple idiot qui me vient comme ça, mais vous faites un mot croisé, on vous donne une définition, vous cherchez dans votre mémoire quel est le mot qui pourrait coller à la définition, et puis finalement, oui, vous passez en revue quelques mots qui correspondent au sens, et il y en a un qui va s'insérer avec le nombre de lettres. Donc on voit des contraintes de la vie, et puis notre capacité à explorer notre expérience et tout le fond de nos souvenirs. Mais là, en l'occurrence, on voit bien que en fait, chez Bergson, il y a les 2 mémoires s'alignent pour produire ce qu'il appelle le souvenir utile à l'action. On n'a pas besoin de tous les souvenirs. C'est pour ça qu'il y en a énormément qui restent impuissants, qui passent à côté et qui ne sont pas sur ceux sur lesquels on doit se concentrer pour agir. Mais là, finalement, c'est une recherche accélérée du souvenir qui sera utile. Et vous montrez même que ce souvenir, ce n'est pas un truc qu'on a appris avant, ça peut être un truc qu'on a simplement entendu quelque part et enregistré très mollement, quoi. Et c'est là que c'est assez génial, finalement. Ben, pour rebondir là-dessus, quand je raconte d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé, il y a une phrase qui me revient souvent et ça me fait rire parce qu'on a tous ri à cette phrase, mais qui pour moi en fait est finalement d'une importance capitale. Au début des années 90, enfin 90 pour vous, il y a une phrase qui a été énoncée par l'un de mes compatriotes, un de mes illustres compatriotes, et toute la francophonie, la France, la Belgique en a ri, moi aussi. Et après coup, je me suis dit que finalement, de ces 30 dernières années, c'était peut-être la meilleure recommandation intelligente et sensée que quelqu'un public
un personnage public et puis énoncé à la télévision. C'est quand Jean-Claude Van Damme a dit « Soyez aware ». On a tous ri à ça. Après coup, je me suis rendu compte que oui, être aware, quand on commence à comprendre un petit peu ce qu'il a voulu dire, mais en fait, ça peut vous sauver la vie. Et j'en suis le parfait exemple, en fait. Donc, bien qu'on en ait ri beaucoup, je me dis que c'est sans doute moi la phrase la plus intelligente que j'ai entendue ces 30 dernières années. Oui, c'est ça, c'est finalement, si on avait accès à une sorte de pleine conscience et qu'on n'avait plus le filtrage habituel, eh bien, on serait riche de millions de souvenirs et de millions de potentialités. Mais pour que ce soit vraiment pertinent, et parce qu'il y a des gens qui sont hypermnésiques, par exemple, et leur vie, elle peut être assez invivable. Ils sont incapables d'oublier, et au final, dans le quotidien, ils n'arrivent plus à se concentrer sur rien, ils peuvent être assez perturbés. Il faut vraiment que les deux systèmes fonctionnent de concert, et là, pour le coup, on voit que toutes les ressources sont mobilisées, quitte à vraiment arrêter le temps, la temporalité psychique, sortir de l'espace commun, quand vous dites je rentre dans le souvenir et du coup, on passe à une autre dimension où le rapport au corps n'est plus ressenti, vous savez que vous avez basculé sur un autre versant de vous-même. Là, voilà, on voit finalement jusqu'à quelles ressources on peut puiser, dans quelles ressources on peut puiser dans des cas in extremis. Mais j'avais déjà eu c'était pas une expérience de mort imminente, j'avais eu une expérience lors d'un presque accident aussi, de la distorsion du temps. Une fois où j'étais en voiture et la voiture devant moi a voulu changer de tunnel au dernier moment, il était trop tard, elle s'est pris la berne centrale. Et cette voiture, le cul de la voiture a volé en l'air et a tourné sur la gauche. Et moi, j'étais juste derrière, je ne pouvais pas freiner. Et j'ai eu une sorte de distorsion du temps qui m'a permis d'analyser tout ce qui se passait et de faire une sorte de tête à queue, ou je ne sais pas exactement quoi, mais de pouvoir passer entre la voiture. J'ai vu le bas de caisse d'une voiture passer au-dessus de mon pare-brise et finalement, j'ai réussi à passer en dessous, pas la toucher, et puis de continuer ma route parce que je craignais, en m'arrêtant pour aller voir ce qui se passe, si tout le monde allait bien, je craignais de me prendre les autres voitures derrière. Donc j'ai continué avec mon ancienne compagne. On était tous les deux blancs comme un linge, mais j'avais déjà eu cette expérience de distorsion du temps à un moment où j'allais avoir un accident de voiture. Mais là, c'était autre chose. J'ai eu le temps. Là, ça a suffi finalement. Oui, mais effectivement, ici, c'est le temps, pour moi, qui tout d'un coup n'existait plus du tout. À partir du moment où j'ai eu cette gifle, parce que pendant longtemps, je me suis dit, quand on se rend compte qu'on va mourir, c'est là qu'il y a ce fameux buzzer. Voilà, ça m'a fait rire quand j'ai entendu parler de ce bouton rouge dont vous parlez dans cette interview. Je me la suis toujours imaginé comme ça. C'était un bouton d'alerte qu'on avait quelque part au fond de nous, qui, au moment où on se rendait compte qu'on allait mourir, était déclenché et nous envoyait ce phénomène ou ce défilement de vie. Mais c'est pas au moment où moi je me suis rendu compte que j'allais mourir qui s'est déclenché. C'est au moment où j'ai fait le mauvais choix de m'éjecter. Et c'est là où je me dis en fait que c'est pas moi qui ai appuyé sur ce bouton, enfin que j'ai le sentiment que c'est pas moi qui ai appuyé sur ce bouton, mais que ce bouton s'est déclenché au moment où j'ai fait un mauvais choix. C'est pour ça, récemment, on m'a encore posé la question du libre arbitre dans ce type d'expérience, puisqu'on a tellement l'impression d'avoir une pensée qui n'est plus celle qu'on a d'ordinaire. On pourrait penser voilà, que quelqu'un choisit à notre place, qu'il y a un ange gardien qui intervient. Mais là, on voit finalement que si c'est juste notre corps qui met à disposition toutes les ressources possibles, tout ce qu'on a appris, tous nos souvenirs, etc., il nous laisse encore finalement la possibilité de décider et de mal décider. Hein, les cas initiaux qui ont alerté les savants à la fin du 19e siècle, c'est des cas d'alpinistes qui chutent comme Albert Heim. Et Albert Heim, il avait plusieurs hypothèses de comment il allait se sauver. Il avait un bâton, il avait je ne sais pas comment on appelle, c'est pas un crochet là, enfin un piolet, oui, un voilà. piolet. Un piolet, voilà, il avait un piolet. Il s'est dit, voilà, il faudrait le mettre comme ça, mais il s'est dit aussi, il faudrait que je me retourne parce que si je tombe sur le dos, ça fait plus de mal. Il a analysé qu'il y avait de la neige plus à un endroit, qu'il fallait peut-être qu'il rebondisse sur la paroi pour s'écarter davantage de la paroi. En fait, il y a un certain nombre d'analyses qui peuvent être faites, mais le sujet, il doit décider très vite laquelle va être la bonne.
c'est de la coordination, finalement, hein. Mhm. Il pourra se rattraper, mais là, on montre que le premier choix n'est pas forcément le bon et qu'il y aura peut-être d'autres opérations à faire, quoi. Est-ce que, Luc, tu veux faire un commentaire depuis ta manière de regarder le monde et d'écouter? Oui. Enfin, je vais essayer parce que effectivement, c'est un peu en vrac, hein, parce que c'est vraiment rebondir sur un certain nombre d'éléments, mais la première chose qui m'a frappé, c'est d'abord l'incroyable capacité du cerveau humain, hein, qui, lorsqu'il est dans une posture un peu non ordinaire, développe des qualités incroyables auxquelles il n'aurait jamais pensé s'il était resté dans une situation ordinaire. La deuxième chose, on l'a évoqué, c'est bien sûr cette distorsion du temps. C'est plus qu'une distorsion d'ailleurs. Alors, puisque en fait, il y a deux chiffres qui m'ont semblé, un chiffre qui m'a semblé important dans cette histoire, c'est la récurrence du 2. Si on analyse l'ensemble du processus, c'est-à-dire c'était la deuxième représentation, par deux fois c'était la deuxième représentation, c'était 2 heures du matin. Or, le 2, c'est le miroir, hein, c'est la dualité, mais c'est aussi le miroir. Et en écoutant la suite de l'expérience, ça m'a renvoyé bien sûr à ce mythe fondateur qui est le mythe de Narcisse, hein, puisque c'est lorsque vous vous êtes mis en posture d'élévation, c'est-à-dire vous avez décidé de vous éjecter, c'est-à-dire il y a eu une posture intérieure d'aller le plus haut possible d'une certaine manière, que le processus s'est mis en marche, c'est-à-dire que le temps s'est immobilisé. C'est exactement ce que fait Narcisse quand il est devant le lac. Il ne bouge plus, il s'immobilise complètement. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir des images de lui-même. Donc là, on est exactement aussi dans ce cas. C'est-à-dire il y a des mémoires qui sont revenues. Alors sur la gauche c'est le féminin, mais Narcisse est aussi dans une dynamique de réceptivité, d'ouverture au féminin. Et on a eu des millions d'images qui sont arrivées. Donc une espèce de replongée et de nettoyage de toutes les mémoires anciennes en réalité, jusqu'au moment où il y a le franchissement de la porte, il y a l'affranchissement du miroir, qui donne alors, Narcisse meurt, hein, à force d'être immobilisé, et à ce moment-là, il descend dans l'Hadès et il découvre sa vraie nature. C'est-à-dire, il devient Narcisse, c'est-à-dire qui est en fait la fleur qui dorénavant portera son nom. Donc, il découvre son véritable nom, sa vraie identité. Donc ici, on est dans un schéma un peu similaire, c'est-à-dire à force de rester immobile, d'être hors du temps en réalité, de laisser défiler ces portes sous forme de mémoire, le fait est de rentrer dans une porte, rentrer dans une origine, qui est ce chalet des origines, et à ce moment-là, d'avoir l'information à travers un écran, qui est encore un autre système d'image, d'avoir l'information qui va permettre de redonner une nouvelle direction à sa vie, d'accélérer dans sa propre existence et donc de changer son existence d'une certaine manière. Évidemment, je n'interprète d'une manière symbolique, hein, mais le fait d'accélérer pour éviter le guidonnage. On voit bien aussi que le guidonnage, c'est droite-gauche, on est toujours dans ce système du 2 de la dualité, et c'est de trouver une direction qui permet de sortir du système d'hésitation, de doute, de conflit, etc., toutes les valeurs du 2 qui sont derrière. Donc, ce qui me vient là-dedans, c'est que on a eu cette expérience vous a permis de toucher à quelque chose qui est de l'ordre d'un mythe fondateur. Et évidemment, en étant comédien, on est aussi dans la logique de l'autre, dans la logique du double. Et en fait, on est spectateur. Vous étiez spectateur dans ce grand processus de retour des mémoires, en fait. Et il me semble en fait que, alors game c'est aussi le jeu, hein, bien sûr, game over, le jeu est fini, mais un autre jeu va recommencer, va reprendre une nouvelle direction. Donc d'une certaine manière, c'est une espèce de renaissance initiatique, hein, qui s'est produite à travers cette expérience. Et le fait que, qu'est-ce que je voulais dire, voilà, donc on a un certain nombre d'éléments qui pourraient correspondre au mythe de Narcisse. Après, il faudra vérifier, évidemment. Mais, et la mort, bien sûr, puisque
Narcisse ne peut descendre dans la profondeur du lac que s'il accepte de mourir, que s'il traverse la mort. La mort étant d'ailleurs, ou l'accident étant d'ailleurs récurrent au début de l'histoire. Donc, simplement dans le champ symbolique, j'ai envie de dire, il y a eu comme une espèce de déclic correspondant à un processus du mythe de Narcisse, qui est évidemment peut-être votre mythe fondateur, et qui a permis une remise en route dans une nouvelle direction d'existence. Ça rajoute quelque chose, Luc, si je te dis que ce que confiait hier Ronald, c'est que depuis, il avait de plus en plus, il avait beaucoup de synchronicité. Enfin, oui, oui. Il avait aux synchronicités. Oui, parce que c'est aussi rentré, alors après, pour plein de raisons, on est dans une phase de notre civilisation qui quitte le champ de la rationalité pure des 5 derniers siècles, hein, depuis la Renaissance jusqu'à la mécanique quantique, en fait. Et on est dans un monde où sont en train de s'ouvrir, au fond, d'autres formes de rationalité, c'est-à-dire d'autres niveaux de réalité qui sont en train d'organiser et d'agir dans le monde ordinaire scientifique, enfin, de ce qu'on considère comme étant la rationalité. Donc, du coup, je crois que ça fait aussi partie de ces expériences, c'est-à-dire les synchronicités, les ovnis aussi, hein. C'est-à-dire toutes ces présences des autres niveaux de réalité, quels qu'ils soient et quelle que soit la manière dont on les analyse, du reste, qui vont, comment dirais-je, nourrir et agiter en quelque sorte le monde ordinaire dans lequel on est depuis le développement des sciences en 1399, la naissance de l'humanisme, etc. Donc, on peut aussi considérer que le fait de revenir vers son mythe fondateur, c'est-à-dire vers cet enfant qui est en train de recevoir une information fondamentale qui va servir beaucoup plus tard pour sauver la vie de l'adulte, c'est une ouverture à ce que Jung appellerait une image du soi, c'est-à-dire une information qui est dans l'intemporel et qui va renourrir un chemin d'existence. Et donc, une fois que cette porte-là est ouverte, une fois qu'on a revécu d'une manière ou d'une autre son mythe fondateur, on rentre au fond dans ce monde multidimensionnel et il y a des portes qui s'ouvrent, bien sûr, vers les synchronicités, vers les ovnis, vers, je sais pas quoi, vers le fait de développer une forme d'intuition, d'entendre des informations, etc. Merci, Luc. Alors, Ronald ? Oui, eh ben, effectivement, c'est comment dire, ce sont toutes des choses. Moi, j'appelle ça, en fait, quand on parle des synchronicités, tout ça, j'ai donné un terme un petit peu rigolo parce que j'essaye d'en parler très vite à quelqu'un quand ça m'arrive, parce que je veux pas être seul dans ces moments un peu spéciaux. J'appelle ça mes grands moments. Mais effectivement, que ce soit les synchronicités, parfois évidemment, ça fait beaucoup, on va dire pour un seul homme, mais des synchronicités ou je vais pas dire des contacts, mais des présences de personnalités décédées. Enfin, tout ce genre de choses, finalement, font un tout en moi, mais que je n'arrive pas encore à discerner de manière précise, et c'est le but de mes recherches, évidemment. Est-ce que ça se produit depuis cette expérience de EMI j'ai eu auparavant, avant le EMI, j'ai sans doute le deuxième événement le plus important, c'est le premier ovni que j'ai vu, mais que j'ai du mal à mettre au même, comment dire, au même pied d'égalité que ceci. Parce que l'OVNI n'avait rien de mystique ou de paranormal. Il était là, on était 6. C'était un objet qui était vraiment là. Tout simplement, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui était impossible techniquement ça s'est passé en 89, qui était impossible techniquement pour l'époque. J'avais vécu un autre événement quand j'étais petit, quand j'avais 12 ans, j'avais eu une rangée d'orbes qui est passée devant moi, juste simplement, quand j'étais dans les escaliers chez moi. Un train d'orbes, en fait. Je l'ai laissé passer, je me suis surpris, et puis finalement, je l'ai laissé passer, ça a pris quelques minutes. Et ça sont les deux éléments dont je me souviens avoir vécu avant le EMI. Depuis,
mis à part les autres ovnis que j'ai vus, les autres événements, principalement les synchronicités, sont en lien avec le projet un petit peu que j'appelle un petit peu le projet de ma vie, qui est un petit peu ce que je me suis donné comme mission de vie, si on peut parler de mission de vie. C'est cette histoire basée sur les mythes fondateurs que je développe dans le côté immersif du divertissement. Et toutes les synchronicités sont en lien. Pardon ? Ce que vous a dit Luc sur la lecture qu'il a fait du mythe de Narcisse comme étant un mythe qu'on peut lire par rapport à votre expérience, ça va vous servir dans votre univers immersif ? Je ne sais pas s'il va me servir, mais il me parle quelque part. Je dois dire, je pense que je vous en ai parlé la semaine passée. Moi, je n'ai jamais été vraiment branché ou je ne me suis jamais intéressé de plus près à l'astrologie. Je commence à m'y intéresser depuis quelques temps, mais j'ai toujours du mal, à cause de l'horoscope tout simplement, j'ai toujours du mal à croire qu'un 12e de la population mondiale allait vivre la même journée. Donc, je ne me suis jamais intéressé de plus près, jusqu'à dernièrement. Est-ce que je peux vous interrompre juste, Ronald ? Oui. On a quelqu'un qui vient de lever la main, donc qui ne s'est pas exprimé sur le film et qui a levé la main. Donc, j'imagine qu'il veut dire quelque chose ou poser une question. Est-ce que c'est possible, Alain, que tu t'exprimes ? Alors, levez la main. Donc, excusez-moi, Ronald, parce que du coup, Je t'en prie. Alors, je vais lui redonner le son, peut-être. Peut-être que si je lui donne… Comment je peux faire ? Damien, au secours. Technique, au secours. Oui, moi, il me semble que parfois, on lève la main sans le vouloir. Mais on pourrait peut-être revenir sur une autre question qu'il y avait sur le fil qui s'adressait à Ronald. Je suis désolée, je n'arrive pas à… Et cette question de Mathilde était sur ce moment juste après l'expérience, parce que vous étiez à nouveau en sécurité. Comment vous êtes-vous senti émotionnellement ? C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était le plus beau moment de ma vie finalement. Parce que quelques minutes avant, évidemment, c'était le pire moment de ma vie. Mais là, je me suis senti comme si on avait ouvert une porte ou une fenêtre, comme si j'avais eu une révélation, en fait. Oui, j'étais un petit comme en extase, évidemment, je me suis posé 1000 questions. C'est pour ça que j'ai passé en revue tout ce que culturellement pouvait se rapprocher à ce qui venait de se passer. Mais je pense que j'étais avec un sourire béat d'avoir une connaissance à laquelle je pensais jamais pouvoir accéder. Et qui je pensais même pas qui n'existait même pas en fait. Donc non, c'était pas que j'étais rassuré finalement d'avoir vécu, c'était l'étonnement, essayer de comprendre et puis cette béatitude de savoir que la vie était plus mystérieuse que ce que je pensais. D'accord. Et moi, je voudrais approfondir la question en vous demandant comment vous vous êtes senti à ce moment-là physiquement. Comment vous étiez à la descente de la moto une fois arrêté ? J'étais une fois arrêté, je me souviens plus. Je sais que je suis resté tremblant de l'effort physique. C'est pour ça que j'ai pas voulu m'arrêter, même si j'allais très lentement, mais je sentais que tout mon corps tremblait. Mais de l'effort physique. Je pense pas que c'était de l'expérience, mais c'était vraiment de l'effort physique de remonter sur la moto. Je pense qu'il aurait fallu être acrobate pour arriver à faire ça. Mais malgré tout, mon corps y arrivait, je sais toujours pas comment. Donc j'étais tremblant, j'imagine que j'ai eu des courbatures pendant des jours après et que les combats que j'avais les jours suivants sur scène ont dû être un petit peu compliqués, mais j'ai pas de souvenir précis vraiment du moment où je suis arrivé chez moi et que je suis descendu de la moto. J'ai des souvenirs de tout le parcours sur l'autoroute, ça oui, mais pas du moment où je me suis arrêté et que je suis arrivé chez moi. D'accord, merci. Sinon, je vais revenir sur peut-être c'était à la base une question de Denis Bismuth qui s'interrogeait sur le lien entre l'information que vous avez reçue accélérée en cas de guidonnage qui survient lors d'une scène de votre enfance et cette mise en action 33 ans plus tard, je crois. Et je crois que là, on a eu deux réponses par nos
deux invités, une selon la théorie de Bergson, qui parle donc de souvenirs utiles, et une selon Jung, qui parle d'informations intemporelles. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de revenir dessus, parce que la question avait été émise en amont de tout cela. Et là, il y a une autre question qui vient d'arriver. Alors, oui, le témoignage de Ronald et les interprétations des invités, mais d'un point de vue physiologique, physique, que s'est-il passé? D'un point de vue physique. Physique et physiologique, oui. Est-ce qu'il y a des expériences similaires qui auraient eu lieu? Est-ce que c'est peut-être à Renaud cette question? C'est plutôt à Renaud. Oui, c'est ça, débarrassez-vous de la question, c'est bien. Non, mais en fait, c'est l'idée qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à reproduire des expériences de mort imminente en laboratoire. On a réuni des conditions qui s'en approchaient. Tout à l'heure, Ronald a parlé de la kétamine, qui est le psychédélique qui produit des expériences les plus similaires. Il y a des tentatives avec l'hypnose, avec d'autres dispositifs, mais on n'y est pas encore totalement. Et les gens qui ont, par exemple, vécu une expérience de mort imminente et qui peuvent avoir une induction de l'EMI sous hypnose, marquent quand même des différences. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, j'ai une idée, c'est que, par exemple, il faut un élément de surprise, et que cet élément de surprise, c'est très difficile de l'avoir en laboratoire, parce que ça voudrait dire qu'on va confronter quelqu'un à sa propre mort, sans l'avoir prévenu, sans lui avoir fait signer un consentement libre et éclairé, etc. Et bon, il n'y a pas de comité éthique encore qui valide ce genre de procédure. Du coup, là, on est sur plutôt un cas spontané et on peut faire des hypothèses sur le métabolisme, ce qui se joue. Il y a quand même quelques travaux qui ont montré, je vais prendre un petit peu ce qu'a dit Ronald, il y a eu cette expérience de danger au volant avec la voiture. Et il y a plein de gens qui rapportent ça, finalement, de genre de dilatation de la perception du temps associée à un stress aigu. Eh bien, ça, on va imaginer et avoir quelques travaux qui vont montrer que le locus coeruleus et le système noradrénergique sont suractivés finalement et que le métabolisme se transforme pour permettre plus d'action, plus d'activité de traitement de l'information en interne et qui donne du coup peut-être l'impression par inversion que le monde tourne au ralenti, parce qu'on perçoit mieux, on réfléchit mieux, et que c'est ce qui se passerait. Donc, il y a quand même des pistes de physiologistes. Je crois qu'il y a des travaux d'une personne qui s'appelle Sarah en 2009. Vous regarderez, il y a un article d'un philosophe finlandais qui s'appelle Valtteri Arstila, qui est disponible en ligne gratuitement, voilà, en anglais. Bon, il y a des choses comme ça. Moi, si je peux du coup en profiter, je voudrais revenir un peu sur le témoignage et notamment peut-être creuser un aspect qui me semble intéressant dans la séquence, qui est le fait que, comme tu as dit, Ronald, tes premières pensées ont été pour la troupe de théâtre. Donc, je ne sais pas à quel point tu dis, j'ai vu un peu la troupe de théâtre, dans l'embarras dans lequel ils allaient aller. Je me suis vu également tétraplégique sur un fauteuil roulant en train de leur expliquer, c'est pas ma faute, etc. Est-ce que, quand tu dis tout ça, tu résumes? Est-ce qu'il y a vraiment d'autres images, d'autres séquences un petit peu? Non, c'est vraiment quand j'ai eu ce game over, j'ai vraiment pris conscience, vraiment, j'ai quasi mathématiquement imaginé, pas imaginé, mais j'ai vraiment calculé combien de temps il allait me rester à. J'ai eu le temps de compter combien de secondes j'estimais qu'il me restait de temps de vie. Suite à ça, j'ai eu ce game over, enfin ce game over et limite presque ce constat de me dire, oh non, il faut recommencer depuis le début. C'est comme si tout d'un coup, je me rendais compte que la réincarnation existait. Alors que je ne me suis pas posé de questions avant, mais tout d'un coup, je me dis, oh, il faut recommencer depuis le début, l'enfance, tout ça. Donc, j'ai eu un peu ce côté... et c'est là qu'est venue la culpabilité. Ouais, recommencer au début du niveau, c'est chiant. Ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment, il faut recommencer au début. Mais puis, c'est pas tant le côté... c'est vraiment la culpabilité qui m'a amené à me rendre compte que c'était par rapport au spectacle que j'allais mettre tout le monde dans l'embarras, justement parce qu'il y avait eu déjà cet accident avant. Et je me suis dit, non, pas deux fois de suite, enfin pas deux accidents en quelques jours. Oui, ça va plus loin que ça, et c'est peut-être aussi un peu personnel. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que dans les récits de Amy, on n'a pas toujours ce volet de pensée prospective, qui est en fait plus fréquent qu'on ne le pense. C'est-à-dire, on est
dans notre identité, presque déjà un petit peu dans le futur, hein. Et on imagine souvent lors des EMI les scènes de réception de notre accident, de notre décès, qu'est-ce que ça fait si je vis, qu'est-ce que ça fait si je ne vis pas, qui va s'en soucier. Et donc là, il y a comme un fil à tirer de ce côté-là. Mais c'est vrai que, comme tu dis, tu le tires du côté de la culpabilité. Il faut que tu puisses leur expliquer à la troupe, c'est un collectif comme ça, que ce n'est pas ta faute. Donc voilà, je ne Voilà, sais pas, il y a quelque chose qui c'était résonne. vraiment ce sentiment-là. Quand je dis je me suis vu en chaise roulante, même plus que ça, je me suis vu imaginer en me disant soit je suis mort, soit je serais tétraplégique. Je me suis vu dans une chaise avec une paille ou un petit truc pour bouger le véhicule. Je me suis vraiment vu comme ça, pour au moins pouvoir expliquer que non, c'était pas de l'inconscience. Alors effectivement, je roulais peut-être un peu vite, mais il n'y avait aucun danger. Comme sur un circuit, des gens roulent très très vite aussi. Alors il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'obstacles qui peuvent survenir. Donc voilà, je voulais au moins pouvoir expliquer que j'y étais pour rien et que c'est vraiment un mauvais karma qu'ils avaient sur ce spectacle, tout simplement. Mais Et tu finalement, t'es vu, enfin, tu as vraiment une scène où tu es sur le fauteuil roulant face à eux? je me vois en tout cas, je me vois en fauteuil roulant. Je ne sais plus si je m'adressais à quelqu'un, mais je m'imaginais être en fauteuil roulant, pouvoir parler soit à mes collègues ou à qui que ce soit, sans pouvoir les visualiser eux-mêmes. C'était plutôt une globalité. Hmm. Hmm. Et Moi, du j'aimerais coup, ce faire que un tu as dit juste commentaire. après était aussi très intéressant. Je me permets encore, mais c'est que tu as dit, quand tu t'as commencé à t'élever et à te détendre, c'est comme si je décidais de me suicider. Et j'ai l'impression que c'est... Je ne sais pas quel est ton rapport au suicide par rapport à ça. Est-ce que tu as des croyances qui t'empêchent le suicide? Est-ce que tu as connu peut-être des gens Mais qui ont été confrontés à ça, ou toi-même? non, 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 pas vraiment. En fait, mon point de vue par rapport à ça, alors est-ce que c'est depuis l'EMI ou pas? Mais en fait, je vais dire autre chose qui n'est pas par rapport au suicide, mais qui est par rapport à l'époque qui est par rapport à l'épidémie qui a changé pas mal de choses en fait, par rapport au Covid. Euh, je pense que la raison pour laquelle je me suis mis à plus en parler depuis ce moment-là, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a eu ce côté un petit peu où la mort prenait un autre sens, les gens pouvaient pas aller aux funérailles, ou alors cette image qui m'a énormément choqué de quelqu'un en pompe funèbre qui venait retirer un fils de sa mère, qui la prenait dans ses bras alors qu'elle était en larmes, ça a presque fait pleurer en fait. Et il y a eu cette espèce de psychose mondiale, alors que pour moi, depuis l'EMI, j'ai une certitude, c'est que quand c'est votre heure, c'est votre heure. Quand c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. Et je pense que c'est ça qui a déclenché le fait que j'ai eu envie d'en parler un peu plus. Parce que j'ai l'impression que cette pensée du suicide est vraiment aussi associée à la gifle euh, que, que, que tu ressens, au sens où, tu sais, on est là à évaluer toutes les possibilités pour se sauver, et finalement, tu fais un calcul, et le calcul te dit, oui, bon, c'est quand même un peu suicidaire comme action, parce que c'est la Ouais. tétraplégie ou la mort. Et donc, du coup, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre option? Et on relève peut-être encore le niveau de Mais mobilisation. en fait, je pourrais comparer à un autre événement que j'ai vécu par rapport au moment où j'ai décidé de sauter, ou même pas au moment où j'ai décidé de sauter, mais au moment où j'ai fait la détente, qui est vraiment cette microseconde de se dire, allez, hop. J'ai fait un saut en parachute, ou en tandem, hein, c'était pas moi qui décidais au moment où on allait sauter, mais j'ai un petit peu ressenti ça. C'est au moment où on est à 4000 mètres et qu'on va sauter qu'on se dit, allez, il faut maintenant. Même s'il n'y avait pas au bout, j'avais aucune inquiétude quant à l'arrivée, ou ce qui allait se passer, mais il y a toujours cette petite inconnue de se dire, j'espère que le parachute va s'ouvrir. Euh, mais vraiment, j'ai ressenti ça. C'est pour ça que je l'assimile à quelqu'un qui va se jeter d'un pont plutôt qu'à quelqu'un qui va, je ne sais pas, s'ouvrir les veines ou se tirer une balle. Mais c'est vraiment le saut, le fait de sauter et de ne pas savoir quel sera le résultat en bas de course, quoi. Mmh. On a une question de Marie-Christine. D'ailleurs, Marie-Christine, je vous invite à prendre contact avec nous, puisque vous avez eu une expérience aussi extrêmement forte et peut-être ça mérite qu'elle soit travaillée, réfléchie, creusée ensemble. Mais en tout cas, vous posez une question à Ronald. Quels sont les autres sens qui éventuellement
ont été développés depuis votre expérience? Alors, est-ce que c'est depuis mon expérience? Je ne saurais pas dire, mais sans doute que oui. Il y a l'intuition de sentir les gens, comment dire, je vais pas, l'intuition. Et parfois, j'ai une intuition, mais j'y vais quand même. J'ai une intuition qui me dit n'y va pas, mais j'y vais quand même. Mais je sais que mon intuition me dit de ne pas y aller, mais malgré tout, je me dis bon, ben, on verra bien. Je sais que j'ai cette première, mais peut-être que je pourrais changer les choses. Et puis, est-ce que c'est un sens? En fait, comme je disais, en 2008, après ça, c'est là que j'ai participé à mon premier spectacle professionnel en tant que créateur, on va dire. C'était sur les costumes du Peter Pan de Régis Loisel, où j'ai, malgré moi, mis la première pierre à ce sur quoi je travaille encore aujourd'hui, qui n'est pas encore visible du grand public, mais qui le sera, je l'espère, un jour. Et ce fait de me dire, c'est depuis lors que j'ai l'impression d'avoir une mission, en fait. Et que les choses qui me viennent, parfois, que ce soit de la synchronicité ou parfois des idées, j'ai le sentiment que parfois je ne suis qu'un canal, que c'est pas moi, en fait, qui est de ces idées, mais qu'elles me viennent d'autre part. Alors, je ne sais pas si c'est de quelqu'un d'autre ou d'où ça vient, mais parfois j'ai vraiment ce sentiment d'être qu'un canal, en fait, par où passent certaines idées. Mais depuis lors où il y a l'intuition qui me mène pas toujours vers ce vers quoi je veux mener, mais oui, l'intuition et puis ce besoin d'accomplir quelque chose. Même si, je le dis encore, ça n'a pas changé ma vie dans le sens où je ne suis toujours pas à me dire vis cette journée comme si c'était la dernière de ta vie, loin de là. Je suis toujours dans la procrastination parfois, et puis mais j'ai une, comment dire, comme beaucoup d'autres gens qui ont vécu des EMI, je n'ai absolument plus aucune crainte de la mort. Vraiment, c'est quelque chose je n'ai pas peur, j'ai peur d'avoir mal, malgré que je suis persuadé, comme ça m'est arrivé, que les personnes qui vivent un accident, qui vont mourir, au moment je sais pas, de l'impact ou de l'accident qui va les mener vers cette mort, je suis maintenant persuadé qu'ils ne seront plus dans leur corps au moment où ça arrive. Maintenant, quand je dis que je n'ai pas peur de la mort, c'est jusqu'au point de me dire, je sais que j'espère vivre le plus vieux possible, mais j'ai parfois cette image de me dire, quand je serai une personne très âgée dans mon lit de mort et qu'on va me dire, tiens, c'est ta dernière journée, je sais que j'aurai un sourire aux lèvres et que je serai comme un enfant à qui on a promis d'aller à Disneyland et que ça va être le jour. Cette crainte de l'inconnu ou du rien du noir, du vide qui pouvait y avoir après ça, vraiment, j'ai plus du tout cette crainte-là. De laisser les gens tristes ou de souffrir peut-être sur le moment même, mais même le fait de souffrir, je pense que je serai déjà plus dans mon corps à ce moment-là. En tout cas, c'est une belle, à quelques minutes de la fin, c'est une belle invitation à méditer pour nous tous. Moi, je voudrais juste rebondir avant de donner la parole à quelques personnes qui ont envie de vous dire une chose, un mot, un merci, je ne sais quoi. Quand même, quand vous avez dit des millions d'images qui défilent dans un temps minimaliste, je pense quand même on peut avoir des tas de réflexions sur la chimie du cerveau, etc., etc. Mais il faudrait peut-être pas prendre le doigt pour la lune et quand même se poser la question de où est cette mémoire? Est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est? Enfin, quelle est sa nature ultime et est-ce qu'elle est vraiment que liée à nos neurotransmetteurs ou aux connexions cérébrale. Enfin, je pense qu'il y a une question qui, même si on est là sur une approche scientifique, c'est pas pour fermer des portes, mais juste pour éclairer des perspectives. Mais en l'occurrence, moi, le sentiment que j'ai, c'est effectivement, c'est de savoir, d'avoir la conscience qu'on a une banque de données, qu'on a un serveur ou enfin un disque dur surtout. On a un disque dur d'une puissance et c'est vraiment impressionnant. Malgré que j'ai une mémoire de Doris. Enfin, j'ai une mémoire vraiment, je peux monter un étage et puis quand j'arrive là, je ne sais plus pourquoi je suis monté. J'ai une bonne mémoire d'apprentissage des textes, évidemment, parce que c'est mon métier. Mais
je pense que ça, c'est une des choses peut-être qui ont changé depuis, parce que je n'ai pas le souvenir que c'est quelque chose qui était si fort avant. C'est peut-être comme je sais que tout s'enregistre, les choses qui ne me paraissent pas capitales, je les mets quelque part où je les oublie en fait, assez vite. Mais je sais que tout est là, et que si j'en ai besoin, ça sortira. De la même manière où une de mes craintes, par exemple, une de mes craintes dans la vie, c'est l'AVC. Et je sais que quand on voit sur Facebook passer certaines recommandations dans ce cas-là, là, si vous me les demandez, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire, mais je sais que si ça m'arrive un jour, elles vont revenir. Et pour plein d'autres choses de cet acabit. Ouais. J'ai confiance dans le cerveau, même si je sais que j'ai une mémoire, je ne retiens pas les dates, je ne retiens pas les numéros, mais je sais que le cerveau est d'une puissance inimaginable. C'est clair. Il y a beaucoup merci Ronald encore de tout ce que vous nous apportez ce soir. Il y a beaucoup de commentaires sur le fil qui sont passionnants. Et peut-être, nous on s'engage à tenir un timing. Hein. C'est pas qu'on ait des contraintes, mais c'est juste pour offrir un cadre de sécurité à tout le monde. Donc il nous reste quelques minutes. Et peut-être, est-ce que dans ces quelques minutes, 3, 4, 5 personnes, dont évidemment Luc et Renaud, mais est-ce que vous voudriez dire quelque chose, un témoignage à Ronald? Voilà, j'ai envie de vous laisser la parole avant de conclure. Alors, Béatrice, qui dit « Un grand merci pour ce témoignage passionnant ». Béatrice est une artiste qui travaille sur l'écologie de la conscience et sur les états de conscience modifiés et qui fait des œuvres extrêmement intéressantes. Voilà, donc un grand merci de la part de Béatrice. Un grand merci. Et puis un petit commentaire, c'est qu'effectivement, si je vous ai contacté pour moi, avoir des informations, malgré moi, comme les esprits s'ouvrent d'année en année, c'est aussi quelque chose que j'avais plus envie de garder pour moi, justement, en me disant, quand j'ai découvert que des scientifiques vraiment s'intéressaient au sujet de manière très sérieuse, c'est là que je me suis dit, dans les témoignages, je n'avais pas encore trouvé de témoignage qui ressemblait à celui-là. Et je me suis dit que du coup, ça pouvait peut-être aider l'un ou l'autre à aiguiller sur cette certitude que j'ai moi, mais je suis conscient que c'est une certitude que j'ai dans mon cas, que le défilement de vie a un sens, a une fonction, celle de trouver l'information dans la banque de données pour se sauver, mais que peut-être parfois on n'a pas cette information n'existe pas quand on a un arrêt cardiaque ou quand on se crache en avion, et que du coup c'est là que peut-être arrive la fin des souvenirs et qu'il y a ce fameux tunnel, que je n'ai pas eu, mais auquel, quand j'ai vu certains témoignages qui parlent de ça, je n'émets pas de doute par rapport à ces témoignages, parce que les ressentis du début sont les mêmes. Du coup, si je peux avoir une croyance, alors que je n'aime pas ce terme, si je peux avoir une croyance, c'est la croyance dans ces gens qui parlent de ça, parce qu'il y a des points communs. Donc, je n'ai aucune raison de douter de ce qu'ils ont vécu par la suite de cette expérience, même si je ne l'ai pas vécu moi jusque-là. Merci. Et Ronald, justement, si je peux, pour rebondir là-dessus, effectivement, tu dis que tu as un ami astrophysicien qui t'a dit oui, c'est pas vraiment une EMI. Et même dans les commentaires, un des premiers commentaires a été non, c'est pas vraiment une EMI. Je trouve que finalement, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Il y a plein de définitions. Et de mon point de vue, l'expérience que tu as vécue en voiture, où tu as réussi à te faufiler avec le temps qui ralentissait, et cette expérience-là qui est en plusieurs phases, pour moi, elles décrivent bien un continuum d'expériences de EMI qui ont plus ou moins d'éléments mystiques, mais ces éléments comme le tunnel, les êtres de lumière, etc., ne sont pas forcément les plus essentiels. Donc je te rejoins tout à fait, il y a des points communs, et il y a peut-être même différents types de EMI, et aujourd'hui, il ne faut pas clôturer, je dirais, le sujet et compartimenter les choses. Non, je pense d'ailleurs que pour moi, ce type-là, pour moi, ceci est une EMI. Au sens littéral du terme, expérience de mort imminente, la mort est sur le point d'arriver. Les gens qui sont dans le coma et qui vont plus loin, qui ont ce tunnel et qui rencontrent, pour moi c'est quelque chose qui va plus loin et auquel le terme d'expérience de mort imminente n'est plus en adéquation, parce que je pense que ça va à un degré plus loin.
c'est une expérience de passage, de mort, ou je ne sais pas comment il faudrait la... Mais pour eux, je pense que ça va plus loin et que c'est plus une expérience de mort imminente, mais il n'y a pas de terme exact. Mais au sens littéral, c'est quand on a conscience que la mort est imminente. Alors, pour ceux qui reviennent de la mort, alors que leur cœur s'est arrêté ou leur cerveau s'est arrêté, je pense qu'il faudrait un terme qui soit plus lourd de sens qu'une expérience de mort imminente. Ronald, on va devoir s'arrêter, mais avant de vous remercier, on a sur le fil une demande de faire d'organiser des groupes de parole entre expérienceurs et peut-être des scientifiques. Damien, tu prends bien les noms des personnes pour qu'on puisse être en contact avec eux après, parce que c'est une idée qui est dans l'air et qui est en effet, de nouveau, en écoutant ce soir votre témoignage avec cette authenticité de partage, je me dis que pour les scientifiques, il y a des richesses et des tas d'interstices, pour reprendre le terme de Luc, pour aller creuser des hypothèses, voire aller voir s'il y a des comparaisons. Ce que vous avez dit sur le déroulement de fil de vie dans lequel on aurait une information qui permettrait de choisir de revenir dans la vie, on va creuser. Enfin, voilà, Renaud va creuser, on va plusieurs à creuser. Merci. Luc, Renaud, un mot? Juste un grand merci pour votre témoignage. Et encore une fois, ce qui me frappe d'une manière plus générale, c'est vraiment cette capacité de l'être humain de se réveiller, to be awake, quand il est dans des circonstances absolument décisives. Mm-hmm. Bien, encore merci de réagir, d'avoir réagi, de m'avoir invité à en parler publiquement. C'est la première fois que j'en parlais publiquement. J'en ai parlé à des gens de manière plus intime, mais merci de votre invitation et d'avoir réagi. Et puis merci pour les interviews que j'ai vues hier. Je vais m'empresser d'aller voir les autres. Et je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller les regarder. Renaud? Merci beaucoup Arnold, et j'aimerais qu'on en parle encore davantage. J'aimerais qu'il y ait une petite suite à tout ça. J'espère. Voilà, faut laisser reposer un peu, j'imagine, mais je pense que ce sera un témoignage intéressant à faire connaître encore davantage. Avec grand plaisir. Super. Merci à vous. Et quand même, on est honoré que ce soit la première fois que vous le partagiez en public. Voilà, c'est une joie pour nous, et puis on va garder le contact. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui vous ont écoutés aussi.